Hello, hello les peers, c'est Kevin Nzang, also known as Tot Nzang sur le serveur 42 Blockchain. Donc je suis membre de l'association 42 Blockchain que vous pouvez retrouver donc sur le serveur Discord. C'est l'endroit où nous échangeons et nous structurons notre mouvement. Donc l'association 42 Blockchain a été créée par des étudiants et des étudiantes de 42 dans le but de vulgariser, démocratiser les technologies blockchain et d'explorer d'un point de vue technique ces technologies décentralisées. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport à la hype médiatique qu'il y a autour des crypto-monnaies et de la crypto-économie plus généralement, et d'explorer les mutations sociétales, philosophiques et économiques qu'induisent les technologies blockchain. Mais nous allons vraiment nous souhaitons en tout cas mettre le focus sur la dimension technique et faire monter en compétence les students de 42 sur les blockchains plus généralement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord de 42 Blockchain ou à nous contacter individuellement. Donc vous pouvez contacter en cherchant nos noms sur l'intranet. Vous pouvez chercher Nicolas Vergne, vous pouvez chercher Guillaume Roux, vous pouvez chercher Timothée Béra et vous pouvez chercher Kevin Nzang. Voilà, donc je fais cette petite vidéo en fait pour faire une sorte de wrap-up, de récapitulatif des notions que nous avons abordées, ou bien de quelques notions que nous avons abordées lors du dernier Blockchain Talks sur les applications décentralisées. Nous avons essayé d'explorer les briques qui construisent les applications décentralisées, ce que sont les applications décentralisées et comment est-ce que on en construit une. Bien sûr, il reste encore des étapes à faire, donc il y aura d'autres blockchain talks qui viendront pour continuer à explorer cet écosystème complexe. Voilà, il faut savoir qu'une application décentralisée, c'est une application qu'on va construire sur les blockchains. Et là, en particulier, nous utilisons la blockchain Ethereum. Il s'agit d'une application comme une application web classique qui, en lieu et place d'un serveur centralisé, va utiliser la blockchain en back-end, mais en front-end, on aura toujours les mêmes outils qu'une application web. C'est donc ce dont il est question quand on parle de DApps, Decentralized Applications. Mais grosso modo, on va déjà revenir sur ce que représente la blockchain dans son ensemble, parce que c'est un ensemble de technologies qui ont été agrégées pour fonder la blockchain. Donc d'un point de vue structurel, si on veut devenir développeuse ou développeur d'applications blockchain, il y a nécessité de toucher tout un ensemble de briques conceptuelles et techniques pour avoir une vision globale des blockchains plus généralement. Bien sûr, nous allons faire le focus ici sur la blockchain Ethereum, mais il y a plusieurs types de blockchain. Et vous pouvez donc voir sur le graphique qu'il faut avoir une compréhension, une connaissance des protocoles pair à pair, donc il y a des dimensions réseau qui interviennent, puisque les blockchains sont présentés comme un protocole d'échange pair à pair d'informations de valeur, donc ça peut être de l'argent, ça peut être des droits de vote, ça peut être des titres, des droits de propriété intellectuelle, etc. Donc, en tout cas, quelle que soit l'information qu'il peut y avoir, lorsqu'il s'agit de faire un échange de pair à pair, comme lorsqu'on fait les transferts de fichiers sur les clients comme BitTorrent ou ce genre d'application, Hop là. Donc, une connaissance des protocoles peer-to-peer. Il y a la notion d'arbre de Merkle qui intervient. Il faut avoir une compréhension DevOps en général si on veut développer des applications décentralisées. Il y a des dimensions de cybersécurité. Il faut avoir aussi une vision de son ancrage économique. C'est aussi recommandé de s'informer sur la théorie des jeux plus généralement. Tout ça sont vraiment des briques conceptuelles et ou techniques qui font ce qu'est une blockchain finalement. Et bien sûr la cryptographie qui vient comme une grosse brique structurante pour faire de la blockchain ce qu'elle est finalement. Donc c'est quand même une grande brique qui va permettre de sécuriser les transactions qui vont se faire, et la sécurisation va reposer sur la cryptographie. Donc on a les notions de courbe d'elliptic curve, donc de
courbe elliptique. Il y a les fonctions de hachage qui sont vraiment au fondement même du fonctionnement de la blockchain, qui permet de faire des signatures numériques. Et ça repose sur la cryptographie à clé publique en particulier. Donc voilà, ce sont des notions qu'il faut maîtriser. Et lorsqu'on veut développer des applications décentralisées, voilà, il faut aussi avoir une connaissance des process et des technologies web plus généralement, parce que les clients, donc les fronts que l'on va développer, sont développés avec les outils classiques du web. Donc voilà un petit peu les constituants conceptuelles. Il y en a certainement d'autres que j'oublie, donc ce n'est pas exhaustif. Les constituants qui permettent un petit peu de toucher, de développer des applications sur blockchain. Donc développer pour de la blockchain, en particulier la blockchain Ethereum. L'un des premiers éléments dont on a parlé, en tout cas des éléments structurants pour la blockchain, ce sont les fonctions de hachage. Il faut comprendre qu'une fonction de hachage, si on doit aller vite, c'est écrit là, c'est une fonction, si on veut aller très vite, c'est une fonction qui prend une information numérique quelconque en entrée, et elle va nous sortir une empreinte digitale, tout simplement. Donc c'est une chaîne de caractères en hexadécimal de taille fixe, qui va résumer l'information, qui va résumer l'objet que nous avons passé en entrée. Donc ça peut être, en entrée on peut avoir un texte, on peut avoir une vidéo, on peut avoir un livre numérique, on peut avoir un logiciel, whatever, qui a un format numérique. Et une fois qu'on donne cela, on fait tourner une fonction de hachage dessus, ça nous sort toujours une information de taille fixe. Une chaîne de caractères en hexadécimal de taille fixe, quel que soit le volume, la taille et le poids de l'information numérique qu'on lui donne. Ça a plusieurs usages et on le verra progressivement dans la blockchain. Donc il faut retenir que c'est ce que fait une fonction de hash. En gros, c'est comme si elle permet, entre autres, d'avoir une empreinte digitale de notre objet numérique. La notion d'objet digital et d'empreinte numérique et d'empreinte digitale est importante parce que comme les empreintes digitales pour les humains peuvent permettre de reconnaître une personne et de l'identifier de façon unique, puisque les empreintes digitales sont propres à chaque personne, et c'est très rare de trouver deux personnes qui aient la même empreinte digitale. De la même façon, si deux objets numériques ont le même hash, c'est que c'est le même objet. Très fort probablement. Les mécanismes qui interviennent derrière sont à développer dans d'autres contextes, mais voilà, une bonne fonction de hash, en tout cas, garantit qu'on identifie un fichier numérique avec son empreinte numérique, avec son empreinte digitale, donc le hash qui est retourné par la fonction. Et ça, c'est vraiment l'une des briques fondamentales des blockchains, et en particulier la blockchain Ethereum. Une des notions qu'il faut avoir aussi à l'esprit lorsqu'on parle de la blockchain ou des blockchains, c'est la notion d'adresse, qui sont des identifiants uniques, sous forme de nombres exprimés en hexadécimal, et qui servent donc à identifier les entités qui interagissent sur un réseau blockchain. Donc on parle des expéditeurs, des récepteurs, et même des smart contracts, parce que chaque smart contract va avoir son adresse. Chaque personne qui veut interagir sur le blockchain doit avoir au moins une adresse blockchain. Là je parle d'Ethereum, donc on va avoir une adresse Ethereum. Et ça consiste en une chaîne de caractères et un hexadécimal. Et c'est construit sur la notion de hash également, puisqu'une adresse est le hash d'une clé publique. La clé publique, c'est l'un des éléments constituant également la sécurité, donc les mécanismes de sécurité et de vérification qui interviennent au sein de la blockchain, puisque ça repose sur la cryptographie dite à clé publique, qui est un modèle de cryptographie asymétrique. Bon, ça, ce sont d'autres concepts qu'on a déjà vus dans d'autres conférences, dans d'autres vidéos, mais on reviendra plus longuement dessus. Mais en tout cas, à chaque compte est associée une clé privée qui va permettre de faire des signatures pour signer et authentifier les transactions. Et une clé publique qui va être associée à la clé privée, et cette clé publique va être communiquée à tout le monde. Elle est publique comme son nom l'indique, alors que la clé privée est privée, ne doit pas être communiquée. Et lorsqu'on communique sa clé publique au réseau, n'importe qui peut récupérer cette clé publique et vérifier
que le document que nous avons à envoyer vient bien de nous. Donc il y a plein de mécanismes qui peuvent être impliqués avec cette modalité-là, mais il faut savoir que pour avoir une adresse blockchain, eh bien, on prend la clé publique d'une personne et on va faire le hash, donc on rappelle, hein, on va hasher cette clé publique et on va garder, il me semble, les 20 ou les 40, 40 caractères, 40 derniers caractères hexadécimaux du hash de la clé publique. Et c'est ce qui va donner une adresse sur les blockchains, et Ethereum en particulier. Donc, la blockchain est souvent présentée comme un objet, une structure de données orientée transaction. Si on fait le parallèle avec la programmation orientée objet, comme JavaScript, comme Java, par exemple, on parle de programmation orientée objet. Et bien, on présente la programmation sur blockchain comme une programmation orientée transaction, mais en réalité, ça rend compte du fait que la blockchain va évoluer, le réseau blockchain va évoluer sous l'impulsion des transactions qui vont y avoir lieu. Et donc, les transactions sont vraiment des unités fondamentales des blockchains. Une transaction représente un transfert de valeur d'une adresse à l'autre, si on veut simplifier et aller vite. La notion de bloc dans la blockchain va reprendre donc tous les concepts précédemment présentés, et en particulier les transactions, parce qu'un bloc est constitué de plusieurs transactions qui vont être regroupées en liste pour pouvoir être ajoutées au réseau. Hop, je vais faire un peu de place, voilà. Donc voilà, on va prendre un ensemble de transactions qu'on va regrouper en liste, et ça va constituer un bloc, et on va rajouter certaines informations à cet ensemble de transactions, et on va faire dessus un calcul. Donc on va hasher déjà ce bloc-là et toutes les informations qui seront associées, et on va l'ajouter à la liste des blocs déjà enregistrés au préalable. Donc grosso modo, c'est ce dont il est question quand on parle de blocs. C'est un ensemble de transactions qui vont être regroupées et structurées d'une certaine façon, et on va prendre le hash du bloc précédent, donc qui a été enregistré précédemment, le dernier bloc qui a été précédé, on va rajouter à la liste des transactions, ainsi qu'avec d'autres informations comme le redatage, comme le nonce, ce qu'on appelle le nonce. On verra plus tard ce que c'est, ou à une autre occasion, mais on va donc faire le hash de toutes ces informations-là, et ça va identifier de façon unique notre bloc. C'est ce dont il est question au final quand on parle de blockchain, puisque la blockchain est une chaîne de plusieurs blocs. La blockchain est un ensemble de blocs liés entre eux de manière cryptographique et qui forment une chaîne de transactions. La blockchain peut être envisagée comme une liste chaînée. Donc là, si on regarde d'un point de vue structurel ce qu'est une blockchain, on peut voir et se représenter la blockchain comme une liste chaînée où chaque bloc représente un nœud qui pointe vers son bloc précédent. Donc c'est comme si on a une liste chaînée, au lieu d'avoir un pointage sous forme d'adresse, comme c'est le cas pour le langage C par exemple, mais là le pointage va se faire à travers le hash du bloc précédent. Et ainsi on aura une chaîne de blocs. Dans chaque bloc, le pointeur vers le nœud précédent est l'empreinte numérique du hash du nœud précédent. C'est ce qu'on a dit déjà. Et donc on va être capable de remonter de bloc en bloc en suivant la chaîne de hash. On va pouvoir retracer toutes les transactions qui ont eu lieu depuis l'origine de la blockchain, tout simplement. Et donc voilà, c'est un concept qui permet de sécuriser les transactions sur la blockchain, parce que on rappelle que la blockchain est un grand registre décentralisé et distribué qui permet de consigner donc un ensemble de transactions qui souvent sont des transactions de valeur directement de pair à pair, sans reposer sur des tiers de confiance. Les tiers de confiance sont des instances et des organes comme les entités comme des banques par exemple dans le cas de transactions financières, donc ces entités-là vont être en charge de la sécurisation, de l'identification des personnes qui sont impliquées dans la transaction. Donc ils vont remplir un certain nombre de services
qui souvent sont nécessaires pour s'assurer de la fiabilité, de la sécurité et de l'identité des personnes qui encourent. Mais la blockchain enlève ces intermédiaires-là pour plusieurs raisons qu'on a déjà expliquées et qu'on expliquera à d'autres occasions et dans d'autres cadres. Mais on se passe des intermédiaires et on fait les transactions pair à pair, de façon directe, sans passer par des intermédiaires. Et donc, il faut sécuriser tout cela. Et donc, pour avoir le même niveau, ou alors un niveau même plus élevé de sécurité que un système centralisé, eh bien, on a recours à un ensemble de mécanismes cryptographiques qui permettent de sécuriser les transactions et de les lier de façon immuable. Ce qui veut dire concrètement qu'une fois qu'on a inscrit une information donc une transaction dans un bloc et qu'on a ajouté le bloc à la blockchain, il est très difficile derrière de venir manipuler la transaction, de la modifier, parce que si on modifie une transaction, ça va changer complètement le hash du bloc dans lequel la transaction est enregistrée. Mais comme ce hash là lui-même, il est rajouté dans la liste des transactions du bloc suivant, et ensuite il va être haché avec le bloc suivant, donc il constitue l'identité du bloc suivant. Et donc s'il est modifié, lorsqu'on va refaire la vérification, on va voir que le hash ici sera différent, et donc le hash suivant également sera différent, et ainsi de suite. Donc on va détecter une modification, on va pouvoir retracer le lieu où il y a eu la modification. Et donc il faut une puissance de calcul énorme pour pouvoir changer tous les blocs suivants. Si on veut manipuler l'information qui est dans ce bloc-là, il faut modifier l'information modifier tous les blocs qui sont qui sont donc juste derrière. Et ça, on verra que c'est très compliqué parce que le mécanisme de consensus qui permet de sécuriser le bloc, qu'on appelle la preuve de travail dans les blockchains classiques comme Bitcoin ou Ethereum dans sa première version, et bien ce consensus-là nécessite une preuve de travail, donc une grande puissance de calcul. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la preuve de travail est donc un moyen de se mettre d'accord, parce que tous les nœuds du réseau, qui sont donc en charge du blockchain de la blockchain finalement, de l'état de la blockchain, tous les nœuds vont devoir se mettre d'accord sur l'état final de la blockchain et sur la validité d'un bloc, donc d'un ensemble de transactions, on rappelle. Et les consensus servent donc à mettre les différents paires d'accord entre eux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça c'est dans les grandes lignes ce qu'il convient de retenir sur les blockchains plus généralement. Et donc lorsqu'on veut construire des applications décentralisées sur les blockchains, il faut qu'on arrive à garder à l'esprit cette configuration-là. Nous verrons dans la prochaine vidéo, on va voir finalement comment est-ce que on va créer une application décentralisée qui va avoir pour back-end une blockchain comme Ethereum plutôt que d'avoir un serveur central. Je m'arrête là et puis on se retrouve donc dans la suite pour rentrer un peu plus en détail sur les applications décentralisées, comment les construire, comment est-ce qu'on écrit du code source, comment est-ce qu'on le compile ce code, comment est-ce qu'on le déploie sur la blockchain, et ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir faire des interactions entre notre application et la blockchain pour lire ou modifier la donnée. Bon, on va dire, mais comment ça modifier? Tu as dit que c'était immuable. Bien sûr, on reviendra plus en détail là-dessus.